Place au Journal de l'Afrique, bienvenue à tous, voici les titres. La bataille continue entre le Burundi et la CPI. La Cour pénale internationale autorise l'ouverture d'une enquête sur des crimes contre l'humanité présumés. La réaction de Bujumbura dans un instant. La Chine, nouvel Eldorado des étudiants africains, deuxième destination après la France. Pékin ouvre ses universités, non sans intérêt. Et puis une graine de star en fin de journal, rencontre avec le chanteur malien Mbouye Koité, lauréat du prix Découverte RFI 2017, clip et interview en fin de journal. Des crimes contre l'humanité ont-ils été commis au Burundi? La Cour pénale internationale autorise l'ouverture d'une enquête. Elle veut savoir comment sont morts les quelques 1200 personnes après la crise politique en 2015. Selon la procureure, ces crimes ont été commis par des forces de sécurité burundaises. Bujumbura réagit et évoque une cour corrompue. Axel Simon. La décision était dans les cartons de la Cour pénale internationale depuis 2 semaines. Elle est désormais rendue publique. Les juges de la CPI ont autorisé l'ouverture d'une enquête au Burundi sur des crimes contre l'humanité et crimes de guerre présumés. Il s'agit de faits qui auraient été commis depuis le début de la dernière crise politique au Burundi, en avril 2015 et jusqu'à fin octobre 2017. À l'époque donc où le président Nkurunziza briguait un 3e mandat pour la présidentielle, il l'a finalement obtenu après une élection boycottée par l'opposition. Cette période a été marquée par des violences meurtrières. La CPI devra enquêter sur des faits de meurtre, emprisonnement, viol, torture, persécution à l'époque et jusqu'à aujourd'hui. D'après les estimations de la CPI, cette crise est à l'origine de plus de 1200 morts et 400 000 déplacés. Le gouvernement de Bujumbura a immédiatement dénoncé la décision de la CPI, le porte-parole de la présidence l'accusant d'être corrompu, la tricherie sautant aux yeux. Cette décision intervient alors que le Burundi a quitté la CPI à la fin du mois d'octobre, un geste de défiance à l'égard de la seule juridiction qui juge de tels crimes de guerre. Bien que retiré de sa juridiction, le pays est légalement tenu de coopérer car l'enquête a été ouverte dans les temps. Au Maroc, 20 ans de prison ferme contre 2 militants du Hirak, ce mouvement de contestation qui a traversé la région du Rif dans le nord. Ils ont été condamnés pour incendie volontaire contre un bâtiment de la police. 4 autres personnes ont écopé de peines d'emprisonnement. Au Mali, de nouveaux éléments sur ce raid de l'armée française fin octobre, raid contre un groupe djihadiste. D'après Bamako, l'opération aurait mal tourné. 11 militaires maliens, otages du groupe, auraient été tués par erreur. Bonjour Armel Charrier, vous nous avez rejoint. La version officielle française conteste cette éventuelle bavure. Est-ce qu'on en sait plus sur ce qu'il s'est passé ? Écoutez, selon des sources proches du dossier, l'armée française est intervenue parce qu'elle était persuadée qu'elle frappait un camp d'entraînement. Quand elle procède à ce genre d'opération, il y a évidemment, vous imaginez, une longue phase de renseignement et de reconnaissance avant de prendre des décisions. La reconnaissance a montré qu'il y avait effectivement une vingtaine d'hommes qui étaient dans un campement. Observés pendant plusieurs jours, on les a vus aller, venir. En aucun cas, des personnes étaient regroupées, étaient menottées, étaient tenues dans un coin particulier du camp. Le camp était donc ouvert. Il y avait de l'armement dans le camp et donc chacun des hommes qui passaient pouvait avoir accès à cet armement. Et donc il n'y avait ni femmes ni enfants. Il y avait donc des renseignements sur justement la possibilité qu'il y ait des terroristes. On était donc dans un cadre d'une opération de guerre. Donc ordre a été donné de tirer et effectivement lorsque il y a eu une prise en compte des personnels qui ont été neutralisés dans ce campement, eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait un individu particulièrement important, puisque c'était un ancien sergent-chef de l'armée malienne, qui était l'un des proches lieutenants de Yag El-Rali, donc qui était effectivement très proche de la mouvance AQMI et qui était connu pour faire de l'enrôlement de force. Ce qui est aussi intéressant, c'est que dans le camp, on a retrouvé effectivement tout ce qui est classique d'un camp d'AQMI, c'est-à-dire le drapeau d'AQMI, c'est-à-dire des prêches coraniques, c'est-à-dire tout ce système en fait, de camp d'entraînement terroriste que l'on a retrouvé. Alors les versions diffèrent sur cette éventuelle bavure. Qui dit vrai, qui dit faux ? Alors, il faut prendre les choses avec beaucoup d'attention et dans le contexte. Effectivement, il y a eu ces photos disant qu'il pouvait y avoir des militaires de l'armée malienne qui étaient retenus en otage. Ça reste une possibilité. La question, elle est, que faisaient ces hommes dans ce campement ? Et en fait,
Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous êtes un militaire malien en otage dans un campement, votre vie ne vaut rien. Vous êtes donc pas du tout un otage monnayable comme le sont les Occidentaux, donc vous avez la possibilité d'être tué, vous avez la possibilité d'obéir aux injonctions de ceux qui vous détiennent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je vous ai dit que ça ressemblait à un camp d'entraînement et que le terroriste qui a été abattu était un spécialiste du retournement, un ancien de l'armée malienne. Alors, est-ce qu'effectivement, on était sur une opération de retournement de ces individus qui n'avaient pas d'autre possibilité, peut-être, effectivement, que celle d'obéir aux injonctions qui étaient données? Ça, c'est une grande question. Mais là où il faut faire très attention, c'est que vous avez vu comment est-ce qu'est sortie cette information. Elle est sortie parce que c'est le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui l'a sortie. Ce groupe, il est extrêmement proche de Yagal Rali. Donc, il fait de l'influence. Dans la guerre, vous avez aussi de l'influence. Et vous avez aussi la capacité à raconter l'histoire telle qu'elle vous arrange. Et vous avez aussi la volonté de faire en sorte que les personnes qui se battent contre vous viennent à s'écharper. D'où, effectivement, le fait qu'il y a cette question qui est posée, que l'armée malienne aujourd'hui pose. La France, de toute manière, est prête à regarder ce qu'il en est de près et de voir effectivement où est-ce que cela ira en faisant attention à ces questions d'influence qui sont majeures dans la guerre. Peut-être une guerre de communication. Merci beaucoup pour ces éléments, Armelle. Au Togo, à présent, l'opposition toujours aussi combative. 3e journée consécutive de manifestation. Le message reste le même, le départ du président Forna Simbe. On nous annonce une mobilisation record ce jeudi, Emmanuel Sodji. Oui, écoutez, cette semaine était attendue comme une semaine test pour l'opposition, à savoir est-ce qu'il y aurait essoufflement du mouvement. Eh bien, ce soir, on a la réponse. La mobilisation est record ce jeudi dans les rues de Lomé, la capitale, et ailleurs aussi, d'ailleurs, dans les autres villes du sud et au centre. Alors, au total, ce sont 17 villes dans le pays qui ont répondu présentes à l'appel de l'opposition. L'opposition, donc, qui bat donc le record du début septembre. Alors, autre information à retenir de cette journée, eh bien, ce dérapage en pleine ville, dans le nord de Lomé, des militaires ont tiré sur un car podium. Et ce car podium abritait des artistes qui chantaient des textes engagés, dénonçant le régime. Et un des artistes, en voulant éviter une balle en caoutchouc, s'est blessé en tombant du podium. Il y aurait également un deuxième blessé. Alors, dans le reste du pays, au nord, les villes contestataires comme Sokodé, Mango ou Bafilo, il est toujours impossible de manifester. Les militaires empêchent toute tentative de regroupement. Ils font régner une ambiance de psychose dans ces villes. Et aujourd'hui, selon nos sources, et bien sur place, il y aurait eu encore des arrestations musclées, notamment dans le quartier de Salindé à Sokodé. À Mango aussi, nos sources évoquent encore 2 personnes arrêtées par des militaires ce jeudi. Du coup, ce soir, eh bien, c'est confirmé. Plus de 200 personnes sont arrivées au Ghana en passant par la brousse, puisque la frontière au nord-est est fermée. Donc, ce qui porterait près de 850 ce soir, le nombre de Togolais réfugiés dans le nord-est du Ghana. Merci Emmanuel Sodji. C'est une tendance qui se confirme. La Chine s'installe sur le continent africain. Regardez ces chiffres, les échanges ont explosé. 40 milliards de dollars en 2006, 123 milliards en 2016. L'Empire du Milieu veut renforcer ce lien. Pour pérenniser cette relation, Pékin invite de plus en plus d'étudiants africains dans ses universités. C'est l'élite de demain, dit-il. Reportage de Maryse Burgot avec Antoine Védéier. Un cours de tai chi pour des étudiants africains. Nous sommes à l'université de business et d'économie de Pékin. Ces jeunes viennent du Togo, de Côte d'Ivoire, du Sud-Soudan. Ils viennent tout juste d'arriver en Chine. Au début, la fraîcheur et le nombre de Chinois dans les rues, en fait. Je ne suis pas habitué à autant de personnes en même temps dans une rue. Leur premier défi, apprendre le mandarin. 50 000 jeunes Africains ont reçu cette année une bourse de l'État chinois, 20 fois plus qu'il y a 10 ans. L'Empire du Milieu fait tout pour les attirer. Ce n'était vraiment pas dur d'obtenir cette bourse. Les Chinois exigent beaucoup moins de documents et de diplômes que d'autres pays. Eux sont là depuis plus de 2 ans. Ils parlent déjà très bien le mandarin.
La bourse versée par la Chine est de 430 € par mois. Trouver une place. Là, juste là. Cantine et loyer sont gratuits. Ce qui les impressionne le plus, le boom économique de ce pays. Je ne m'y attendais pas en venant en Chine, mais ce que j'ai vu m'a totalement ébloui. J'ai vu un pays qui investit beaucoup dans la recherche, qui investit beaucoup dans le développement de nouvelles technologies et le fruit est palpable. Ce que les Chinois sont capables de faire en quelques années, pourquoi pas? Un jour, nous serons en mesure aussi de faire la même chose. Exporter son modèle en Afrique, c'est exactement le but de la Chine. Voilà pourquoi elle finance la formation de ses futures élites africaines. La télévision d'État diffuse avec fierté leur remise de diplômes et la directrice de la faculté compare les atouts de son pays avec ceux de la France. Par rapport à la France, la Chine n'a pas de problème d'insécurité et la vie est beaucoup moins chère ici. La Chine est déjà le premier partenaire commercial du continent africain. De retour chez eux, ces jeunes ne feront que renforcer ce lien privilégié. Ce sont les talents de demain. RFI a décerné tout à l'heure son prix découverte. Et cette année, c'est le Malien Mbouye Koité qui est distingué. On écoute un extrait de son clip. Mbouye Koité qui est notre invité au téléphone. Bonjour, merci de répondre à nos questions. On imagine votre satisfaction ce soir. Bonsoir. Allô? Oui, votre réaction à ce nouveau prix, donc prix découverte RFI? Ah, ma réaction, vraiment, je suis vraiment content, je suis vraiment très très content. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur vous, sur votre musique, sur votre style? Ouais, je suis un jeune artiste malien je suis griot. Je suis un griot, je fais du mélange vraiment du mandingue, je touche un peu à tout. Voilà. Alors on connaît surtout l'un des membres de votre famille, Habib Koité. Est-ce que sa musique vous a inspiré? Oui, Habib Koité, c'est mon tonton, c'est le petit frère de mon papa. Ça m'a beaucoup inspiré. Ça m'a beaucoup inspiré. Merci beaucoup Mbouye Koité d'avoir accepté notre invitation et d'avoir réagi et donc à ce prix RFI Découverte. C'est la fin de ce journal de l'Afrique. Merci à vous de l'avoir suivi.